Bonjour à tous et à toutes, nous nous retrouvons avec Didier Poticola de l'OPPBTP pour parler des opérations d'ordre électrique. Je tiens à préciser en fait que Didier Poticola s'est présenté longuement lors de notre première vidéo que vous pouvez découvrir sur notre chaîne. Les opérations d'ordre électrique sont-elles plus encadrées et les électriciens mieux sensibilisés aux prescriptions de la 18510 par rapport aux travaux d'ordre non électrique? Alors pour répondre plus précisément, on parle d'opérations d'ordre électrique et d'électriciens, mais il faut savoir qu'il y a énormément de métiers concernés par les opérations d'ordre électrique. Aujourd'hui, dans tous les métiers d'équipement technique du bâtiment, que ce soit les chauffagistes, les énergéticiens, tous les opérateurs qui installent les ENR sont concernés par les opérations d'ordre électrique puisqu'ils interviennent à un moment donné pour installer et maintenir les installations électriques. Donc ces métiers-là, bien entendu, sont concernés, mais on a aussi tous les métiers liés au transport et à la distribution d'énergie électrique. Donc les opérateurs qui interviennent pour le principal transporteur d'énergie RTE avec les opérations sur les lignes aériennes mais également souterraines. On a tous les opérateurs qui interviennent dans le cadre de la distribution d'énergie électrique, donc principalement le réseau Enedis, mais pas que, puisqu'on a tous les établissements, les syndicats d'énergie de distribution. Donc toutes ces entreprises-là sont également concernées par les opérations d'ordre électrique. Donc globalement, aujourd'hui, pour ces métiers-là, le risque électrique il fait partie du cœur du métier. Donc les opérateurs sont aujourd'hui tous formés et habilités à réaliser les différents types de travaux parce que ça devient, je dirais, aujourd'hui la norme est connue. Elle a été d'ailleurs créée au départ pour les électriciens et donc la pratique dans les entreprises c'est de former et d'habiliter les personnels en fonction des opérations qu'ils réalisent. Comme les électriciens semblent beaucoup mieux préparés, qu'en est-il au niveau de l'accidentologie? Alors, effectivement, les électriciens ou les personnels qui réalisent des opérations d'ordre électrique sont formés et connaissent aujourd'hui bien les risques et les moyens de prévention. Mais on retrouve quand même un certain nombre d'accidents, alors plutôt à la baisse, mais avec des opérations souvent assez courantes. Le travail par exemple dans des faux plafonds ou des chemins de câbles où des câbles sont laissés en attente amène régulièrement des électrisations parce que les opérateurs avaient méconnaissance ou ne savaient pas que le client par exemple avait des installations déposées mais non mises hors tension. On a également le cas de court-circuit. Là c'est principalement dans des tableaux ou des armoires électriques où les opérateurs, c'est pareil, ont fait des erreurs de manipulation et ont été brûlés par court-circuit. Alors s'ils ont été brûlés par court-circuit, souvent c'est parce que, en plus de faire l'erreur, ils ne portaient pas de protection individuelle, parce qu'aujourd'hui, un opérateur qui, lors d'une opération dans la zone dangereuse de 30 cm, porte son écran facial, ses équipements de protection individuelle, notamment les gants et surgants, en cas de court-circuit, il est en général protégé de l'effet thermique. Lorsqu'on a l'accident, c'est parce que la personne n'était pas protégée. Et souvent, malheureusement, les opérateurs pensent que s'ils travaillent sur des fils de faible section, il n'y a pas trop de danger. Ça, c'est une mauvaise image parce qu'en fait, il faut bien voir que si je crée un court-circuit dans une armoire électrique, y compris avec un fil de 1 mm², l'intensité du court-circuit va aller au maximum de l'installation qu'elle peut fournir. Et donc là, j'aurai un effet thermique presque identique sur des câbles de grosse section. Et donc l'opérateur, lui, il va être brûlé alors qu'il pensait que je vais faire juste une petite étincelle. Ça, c'est souvent une méconnaissance en fait des effets thermiques du court-circuit, y compris sur des installations protégées en amont. Donc quels sont les accidents les plus fréquents et sont-ils liés au domaine de tension, BT, HTA ou HTB? Alors, les événements les plus fréquents sont en basse tension. Alors déjà, il y a plus d'opérateurs qui travaillent en basse tension qu'en haute tension, mais malgré tout, c'est là où on a quand même le plus d'opérations et donc où les opérateurs prennent le plus souvent des risques. Autant en haute tension, que ce soit en A ou en B, les travaux se font sous consignation et si c'est des travaux dans le poste avec du voisinage, c'est pareil, il y a des moyens de protection qui sont mis en œuvre pour garantir la sécurité des opérateurs, ce qui n'est pas forcément le cas toujours en basse tension où les opérateurs peuvent être sur une partie d'installation qui est consignée, donc il est en sécurité sur la partie où il travaille, mais à côté on peut avoir des zones de voisinage ou du voisinage présent et en phase travail on est concentré sur sa tâche et on n'est
plus tellement conscient de l'environnement et c'est là où on peut être amené à toucher des pièces nues sous tension hors de son champ opératoire avec le risque d'électrisation. Donc là, c'est vraiment la zone de voisinage. Si elle n'est pas protégée, on est sur une phase à risque, même si l'installation sur laquelle je travaille est consignée. Donc ça, c'est vraiment les cas les plus courants que l'on retrouve en basse tension. Donc BT égale en fait danger aussi. Oui, voilà. BT égale danger. Et BT, alors c'est sûr qu'il y a différents types d'installations BT. Alors aujourd'hui, sur un circuit terminal, dans un logement, le risque il est quand même diminué du fait de l'intensité de court-circuit qui est assez faible, même si l'électrisation existe au-delà de 50 volts. Par contre, dès l'instant où on arrive dans le monde tertiaire industriel, là on peut se retrouver avec des intensités de court-circuit importants pour lesquelles l'effet thermique va entraîner un risque de brûlure à l'opérateur. D'accord. Les entreprises, surtout petites, sont-elles suffisamment sensibilisées aux risques et à la réglementation ou y a-t-il une rupture avec les nouvelles générations? Alors aujourd'hui, globalement, sur les métiers nécessitant des compétences électriques, quelle que soit la taille de l'entreprise, les opérateurs sont formés. Aujourd'hui, même un artisan est forcément formé par rapport au risque électrique. Il y a quand même un long passif derrière et tout le monde connaît bien en fait les effets du courant électrique. Donc les opérateurs sont formés et mettent en œuvre des moyens de prévention par rapport à ces risques. Et c'est d'autant plus vrai pour les nouvelles générations où aujourd'hui tous les parcours de formation initiale intègrent la prévention du risque électrique dans toutes les écoles. La formation au risque électrique est un fondamental à acquérir et mis en œuvre et même souvent vérifié dans l'évaluation de compétences pour pouvoir pratiquer le métier. Donc aujourd'hui, je dirais, le distinguo petite entreprise, grande entreprise ne se justifie pas forcément. On a des petites entreprises qui font énormément en matière de prévention. On a des grandes entreprises également. Il n'y a pas de... On regarde même sur les événements accidents, c'est pas lié forcément à la taille de l'entreprise, quoi. D'accord, donc c'est indépendant, c'est surtout une compétence électricien voilà, qui prime, puisque finalement, ce que vous expliquez, c'est que la prévention du risque a fait partie du cursus de formation des électriciens. Voilà, aujourd'hui, c'est intégré directement dans les parcours. Oui. Comment l'OPPBTP aborde la problématique de la sensibilisation au risque électrique auprès des acteurs du marché, que ce soit des installateurs, des préventeurs ou des formateurs? Alors, nous mettons en place un ensemble aujourd'hui d'outils et de moyens à disposition des entreprises et des salariés. Alors, on a énormément aussi de guides, de petits fascicules qui permettent de sensibiliser au risque électrique. Mais également, par exemple, on a un titre d'habilitation pré-rempli que les entreprises peuvent utiliser pour habiliter leur personnel. Et il y a 2 ans et demi de cela maintenant, on a mis en place un QCM en ligne, accessible à tous, qui permet en fait à l'employeur de s'assurer du niveau de connaissance de ses salariés. Donc c'est assez simple, hein, l'employeur renseigne le niveau d'habilitation de son salarié, le domaine dans lequel il travaille et le générateur en fait va créer un certain nombre de questions en réponse à l'exigence de la norme pour pouvoir s'assurer que la personne a bien les connaissances requises par rapport à ses niveaux d'habilitation. Bien sûr, l'employeur et le salarié a en résultat les réponses aux questions, ce qui permet aussi après à l'employeur et aux salariés de voir quels sont les éléments complémentaires à apporter ou s'il y a des mesures particulières à mettre en œuvre par rapport à la prévention du risque sur des sujets qui peuvent être oubliés ou alors qui n'ont pas été traités ou peu utilisés dans l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment un outil qui peut être utilisé et qui est de plus en plus par les entreprises. Monsieur Petitcola, merci beaucoup pour votre intervention et les réponses pertinentes qui ne manqueront pas en fait, de susciter l'intérêt de nos téléspectateurs. Merci.